Alors effectivement, on a bien compris les impacts de cette transition écologique sur notre mode de vie, sur nos modes de production, sur les métiers, sur les besoins de demain des entreprises. Mais on pensait qu'il était effectivement important de se questionner aussi sur l'impact de cette transition, sur l'acte de former et sur comment aujourd'hui on forme les générations d'aujourd'hui et de demain. Avant de passer aux questions, je vous laisse peut-être vous présenter les uns les autres. Mesdames, vous avez le micro. Bonjour à toutes et tous, je suis Amélie Robert, je suis maître de conférence en géographie à l'Université de Picardie-Jules Verne, et plus précisément à l'INSPE de l'Académie d'Amiens. Et je dirige notamment à l'INSPE le master éducation à la santé et au développement durable. Bonjour, Aurélie Declercq, je suis directrice régionale de l'ingénierie et de l'innovation pour l'AFPA des Hauts-de-France. Bonjour, Bertrand Lortiouard, je suis DRAFPIC adjoint, délégué régional à la formation continue des GRETA, donc le réseau de la formation continue de l'éducation nationale qui a une répartition territoriale sur l'ensemble des 5 départements qui constituent notre belle région des Hauts-de-France. Bonjour à tous, Nicolas Perrier, je suis directeur général de Campus Pro, qui est un organisme de formation et CFA basé sur l'île et Dunkerque. Alors la première table ronde a beaucoup parlé de la génération Z et des attentes de la génération Z, de besoin aussi d'attirer, de former, d'acculturer peut-être. Qu'est-ce que, Monsieur Lortilouard, comment voir les choses? Quel impact pour vous sur l'acte de former, que cette transition? Est-ce qu'on n'est pas là sur une compétence transversale? Oui, effectivement, pour nous, organismes de formation, l'enjeu est, alors ça a déjà été évoqué par les différentes personnes de la table ronde précédente, mais effectivement, l'enjeu est de pouvoir observer, alors, comme le disait Thibault, ni trop tôt ni trop tard. Je pense qu'un des facteurs importants pour pouvoir observer, et là aussi ça a été évoqué, c'est de se connaître mutuellement. Nous, organismes de formation, monde économique, institutionnel, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir échanger extrêmement régulièrement, de se connaître et donc de pouvoir, par rapport à cette connaissance mutuelle, être réactif. Sur cet aspect-là, il nous appartient, organismes de formation, d'être justement ni trop tôt ni trop tard, mais en tout cas en veille permanente, d'observer, de mesurer effectivement par rapport à ce que nous dispensons, par rapport aux propositions que nous avons de nos parcours de formation, et à partir de là, de pouvoir mesurer les écarts et effectivement apporter les correctifs qui s'imposent. Très rapidement sur 3 axes, mais là aussi ça va faire écho à ce que les collègues ont déjà évoqué. Le premier, ce sont les contenus de formation. Est-ce qu'effectivement nous sommes en adéquation et en réponse aux besoins que l'on constate du marché, de l'évolution des métiers, de l'évolution des transitions écologiques, etc. Et donc pour ça, c'est vraiment pour nous d'avoir un regard le plus panoramique possible. On a évoqué tout à l'heure, le collègue évoquait l'aspect sociétal avec un grand S. Je pense que c'est vraiment pour nous important d'observer le monde qui nous entoure de ce point de vue-là. Donc premier point, effectivement, les contenus de formation, répondre en apportant les compétences en lien effectivement avec l'évolution de ces métiers, mais pas que. Parce que je pense qu'il faut aussi intégrer que il ne faut pas que ce soit une réponse exclusive. Il faut aussi pouvoir apporter des compétences transverses qui permettront aux apprenants qui nous sont confiés de pouvoir évoluer dans leur carrière professionnelle. Sinon, ça pourrait être réducteur. De ce point de vue-là, je rejoins aussi le propos qui avait été tenu. Notre organisme de formation, l'éducation nationale pour ce que nous sommes, a vocation évidemment à former et à apporter des compétences spécifiques métiers, mais beaucoup plus largement sur une dimension citoyenne, et je fais écho à ce qui s'est dit, c'est d'inscrire des parcours de vie. Que ce soit pour les plus jeunes à l'éducation nationale, ou que ce soit pour, et on le constate d'ailleurs tous les jours, dans notre réseau des GRETA, la formation continue des adultes, qui redonne à certaines personnes parfois extrêmement en difficulté sociale, justement, un avenir et une réinsertion professionnelle, c'est important. Le deuxième axe, c'est justement les personnes qui nous sont confiées. Quand on a une observation un peu plus panoramique sur cet aspect sociétal,
on mesure à quel point nous sommes impactés de divers changements, de diverses transitions, au-delà effectivement de cet aspect environnemental. Et c'est donc d'avoir la bonne prise en charge des apprenants qui nous sont confiés. Les plus jeunes, on l'a évoqué assez longuement dans la table ronde précédente, ont beaucoup changé. Vous parliez de différentes générations dans la génération Z, mais les adultes ont également beaucoup évolué. Donc le deuxième axe, c'est vraiment d'avoir une prise en charge pour le sourcing, pour l'accompagnement, la sécurisation des parcours, et puis ensuite pour l'étape qui suit, ça a été aussi évoqué par la collègue de France Travail, c'est avant, pendant, après. Et de faire en sorte effectivement là aussi d'avoir une vision globalisée pour favoriser l'accompagnement des personnes que l'on a en charge et véritablement les inscrire dans un parcours. À ce titre-là, il nous faut aussi être en veille sur nos propres organisations, parce qu'il n'y a pas que les contenus et les parcours que l'on va construire, il n'y a pas que les apprenants qui vont nous être confiés, mais il y a nous-mêmes en tant qu'organisation, et on se doit aussi évidemment d'appliquer ces recettes à nos propres organisations. Quand on parle de transition, quand on parle d'évolution profonde, quand on parle de responsabilité sociétale, il nous appartient aussi d'accompagner nos personnels sur ces aspects-là, de les former, de faire souvent, et c'est d'ailleurs une difficulté que l'on constate, c'est souvent l'état d'esprit qui nécessite d'évoluer profondément. Et donc pour ce faire, d'appliquer à nous-mêmes dans nos organisations d'un point de vue structurel, fonctionnel, organisationnel, les changements effectivement qui s'imposent. Ça passe aussi par une veille sur notre outil de formation et sur les modalités. On a parlé d'AFEST, on a parlé de différentes modalités. Là aussi, soyons extrêmement vigilants sur notre outil de formation, les lieux, les plateaux techniques, au regard d'évolutions qui peuvent être aussi impactées par soit des évolutions technologiques, soit des évolutions réglementaires, quand sur certaines technologies, il y a des arrêtés qui viennent impacter effectivement nos plateaux techniques qui se doivent d'être effectivement mis en adéquation. Donc une remise en cause complète et permanente, en tout cas un questionnement permanent nécessaire. Un questionnement, j'ai envie de dire, c'est presque notre démarche pédagogique, c'est nous dispensons un enseignement au sens générique du terme. Quelle est la portée de cet enseignement? Quelle est la portée du geste pédagogique que nous mettons en œuvre? Et donc oui, effectivement, en permanence, être en veille sur, à l'instant T, nos dispositifs avec les apprenants, mais aussi dans cette observation beaucoup plus vaste, pour être en capacité de répondre aux besoins spécifiques de compétences d'avenir, de compétences liées aux différentes transitions, notamment écologiques, et donc d'apporter les bonnes réponses tout simplement. Merci. Aurélie Declercq, je pense que ça doit vous parler tout ça. Et effectivement, l'élément moteur, ce sont les formateurs. Oui, c'est le formateur de toute façon qui est à la base, je pense, de la conduite du changement. Et c'est en effet, pour rebondir, à l'employeur de lui offrir les moyens de... je pense que la politique RSE de l'entreprise, enfin nous, chez nous à l'AFPA, elle est assez forte sur le sujet et on embarque nos formateurs dans la conduite du changement qui lui-même reproduit finalement auprès de ses stagiaires. Alors oui, on peut vous dire qu'on a créé des capsules où on va parler de la croissance verte, de l'écologie, etc., de la transition énergétique. Ça c'est fait, de toute façon, c'est dans le cahier des charges de nos financeurs et voilà. Maintenant, je pense que notre enjeu à tous, mais on le partage, c'est d'aller bien plus loin dans le fait d'emmener finalement les habitants et la population sur le sujet. Et je crois que vous avez mis en place une école des formateurs. Oui, alors on a ouvert une école des formateurs sur le site de Dunkerque justement pour préparer les besoins de demain et surtout sur les thématiques de l'industrie puisqu'on peine à recruter. Je profite pour faire le marché pendant que je suis là. Et dans ce cadre-là, donc c'est en alternance, c'est nos futurs formateurs qu'on embauche en alternance. On a 3 semaines sur les 12 semaines de formation, on a 3 semaines en présentiel. On a embauché des gens dans tous les Hauts-de-France qui suivent leur formation finalement en distanciel à 80% du temps. Donc on voit qu'on arrive à s'adapter. On a des formateurs du centre de notre agence de Creil. On ne va pas les faire déplacer décemment à Dunkerque tous les jours pour une semaine par mois pour venir se former. Donc, et c'est le concept des places sur lequel je voulais enchaîner. C'est-à-dire que dans nos agences AFPA, on a finalement
construit une partie du centre. Alors c'est une mise à disposition de locaux pour permettre aux apprentis, ça va toucher essentiellement les apprentis, de pouvoir venir effectuer les temps de formation au plus près de chez eux ou au plus près de l'entreprise pour éviter les déplacements. Et ça, c'est de l'organisation. C'est un autre boulot pour le formateur, mais aussi pour le responsable formation en termes d'organisation des apprentissages finalement. Même si en soi, rien n'a changé sur le contenu, on l'aborde et on l'appréhende autrement. Penser les choses autrement, les appréhender autrement, pour éviter les déplacements, notamment. Alors effectivement, tout à l'heure, on nous disait que c'était la principale cause et le principal problème. Lorsqu'on parle de déplacements et d'éviter les déplacements, on l'a beaucoup subi, mais on a pratiqué tous le distanciel à très, très forte dose, avec toutes les limites que ça peut concevoir. Vous avez, monsieur Nicolas Perrier, vous avez au sein de votre organisme franchi une petite étape supplémentaire avec un joli petit robot, parce que le distanciel c'est bien, mais c'est quand même pas la panacée. Oui, alors il ne s'agit pas de dire c'est mieux ou quoi. Dans notre idée, chez Campus Pro, on est attaché au présentiel, c'est ce qu'on sait faire, et donc on cherche une solution pour continuer cette manière de transmettre en présentiel, mais aussi pour ceux qui sont loin, ce qui est un peu paradoxal, et sans basculer justement dans le 100% en ligne, dans le 100% distanciel, qui peut parfois poser des problèmes de pure technique, notamment pour les formateurs, de devoir jongler entre un écran, des gens, etc. Nous avons démarré des formations maintenant avec des robots qu'on appelle des awabots. C'est pas nous qui les avons inventés, on a juste eu la bonne idée de les utiliser aussi, et ce sont des robots qui permettent donc à n'importe qui de se connecter à distance au robot. Le robot est dans la salle de cours et en fait la personne est représentée quelque part par le robot, mais elle peut aussi communiquer à travers le robot. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Alors on a quelques images. On a quelques images, ça sera beaucoup plus parlant qu'un discours. C'était l'autre, voilà. Voilà, donc vous avez une personne qui s'installe en cours et en parallèle une autre qui s'installe dans une autre salle, n'importe où. Hein, voilà. Et l'idée, c'est que celle qui se connecte arrive après avec le robot. Voilà. Donc, un robot qui permet donc une interaction à la fois avec le formateur, à la fois avec les gens qui sont dans la salle de cours. Donc l'intérêt, c'est que le formateur n'a pas besoin de connexion particulière. Et le jeune, puis sont des jeunes chez nous, se connecte juste avec un ordinateur ou une tablette et peut suivre intégralement le cours. Donc là, on a lancé, nous, cette opération. On a actuellement 7 personnes qui sont en formation avec ces robots-là. Notre objectif, c'est de monter à une 30aine, et on peut notamment proposer des formations dans les zones blanches où il n'y a pas beaucoup de centres de formation pour des raisons économiques, parce que c'est difficile de monter des centres. Ben là, en fait, on peut avoir une personne formée dans une ville pour suivre une formation. Alors, on ne peut pas faire sur toutes les formations, mais on peut faire sur un certain nombre de formations, et c'est ce qu'on démarre. Alors combien de petits robots aujourd'hui vous avez à votre disposition? Alors aujourd'hui on en a 4, et comme on est en alternance, en fait un robot peut servir pour 2, 3, 4 personnes hein, selon l'utilisation par journée, et donc avec ce qu'on a là on peut monter au moins à une dizaine de personnes, et notre objectif c'est d'avoir peut-être une dizaine de robots, une trentaine de personnes qui soient accompagnées comme ça. L'idée est bien la sécurisation des parcours dont on a parlé tout à l'heure. Nous, on ne peut plus tout faire tout seul, et c'est exactement pour des raisons économiques qu'on ne peut pas dire qu'on va travailler autour du logement, voilà, l'entièreté des freins périphériques de nos stagiaires. On ne peut pas les prendre en charge tout seul, et donc on ouvre nos portes aux partenaires, au local, sur les territoires,
qui sont différents dans chaque agence, puisque les besoins des bénéficiaires ne sont pas les mêmes dans chaque territoire. Et puis un stagiaire, qui soit du PRF ou qu'il soit en apprentissage, qui a un problème de santé, qui a un problème de logement, qui a un problème de mobilité, eh bien, il va pouvoir profiter de l'offre de services des partenaires au sein du village pour l'aider à lui trouver une solution. L'idée, c'est que seul, on ne peut plus s'en sortir. C'est exactement les propos que je tiens. Et voilà, et ensemble, on apporte une meilleure solution et un bien meilleur résultat, toujours dans l'intérêt du stagiaire. Avec parfois, effectivement, des partenariats divers et variés. J'ai entendu parler de potager, d'aide à des solutions de transport, d'aide effectivement à des solutions de logement, de santé. L'entrepreneuriat, etc. Il y a plein de thématiques qui est différente dans chaque centre, mais qui va pouvoir à un moment donné aider le bénéficiaire. Merci beaucoup. Si on parle environnement et si on parle de formation à l'environnement, etc., Amélie Robert, vous avez mis en place un master spécialisé. Expliquez-nous pour qui, pourquoi. Oui, alors ce master éducation à la santé et au développement durable, interroger et intervenir, en fait, il a été mis en place notamment parce qu'il y avait une demande sur le territoire, émanant des associations, mais aussi des collectivités territoriales qui ont de plus en plus besoin de sensibiliser les populations à ces enjeux de transition. Donc voilà, et puis c'est aussi l'éducation nationale, dont on a parlé à plusieurs reprises là, qui a aussi cette volonté de sensibiliser de plus en plus les élèves à ces enjeux-là, donc de développement durable, mais aussi de santé. Et en fait, si le master est un master d'éducation à la santé et au développement durable, c'est notamment parce que ce sont deux priorités pour l'éducation nationale et qui nous ont du coup influencés. Après, au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de textes sur l'éducation à la santé qui intègrent les enjeux environnementaux, puisque notre santé dépend aussi de l'environnement où on vit. Si je reviens sur l'enjeu, l'intérêt porté par l'éducation nationale, c'est déjà depuis un petit moment, ça s'est généralisé en 2019, cette éducation au développement durable, si je m'attarde davantage sur ce point-là. Et du coup, pour l'INSPE, c'était important de former les futurs enseignants à ces enjeux de développement durable. Donc, c'est la raison pour laquelle on a d'abord mis en place une option transversale visant à aider ces futurs enseignants dans la mise en place de cette éducation au développement durable qui passe par les programmes mais qui passe aussi par des projets par exemple qui peuvent mettre en place au sein de leur établissement avec l'idée, comme c'était souligné, à la fois de sensibiliser mais aussi de mettre en place également au sein des établissements des actions en faveur de ce développement durable, de cette transition. Donc voilà, donc c'est un des points. Et puis donc dans la poursuite par rapport à cette option transversale au sein de l'INSPE, donc qui est destinée à des enseignants qui vont exercer dans le premier degré ou dans le second degré, de la maternelle au lycée. Par la suite, on a aussi souhaité mettre en place un master d'éducation à la santé et au développement durable qui là vise aussi à former non plus simplement les enseignants mais aussi de futurs animateurs, de chargés de mission qui vont eux-mêmes favoriser cette éducation au développement durable et donc aussi à la santé. Et par rapport à ça, les choses sur lesquelles je voulais peut-être un peu insister, c'est comment on enseigne cette éducation au développement durable peut-être. Ce qui est important, et c'est aussi l'influence de l'éducation nationale, c'est effectivement former de futurs citoyens. Et pour cela, l'enjeu, c'est de développer leur pensée critique. Et il ne s'agit pas en fait de former des militants, mais plutôt de former des personnes qui vont participer à l'éducation au choix en fait. Donc voilà, un autre enjeu, c'est aussi la transdisciplinarité.
Pour faire de l'éducation au développement durable, on a besoin des différentes disciplines. Et puis c'est aussi favoriser les partenariats. Effectivement, je rejoins tout à fait les autres personnes de la table ronde. C'est aussi ce sur quoi on insiste auprès de nos étudiants. C'est l'importance de mettre en place des partenariats, parce que pour cette éducation au développement durable, pour cette éducation en faveur de la transition, il faut mettre en place des partenariats. C'est important, effectivement, on n'y arrivera pas seul. Donc voilà ce sur quoi je voulais... Merci. Quand on a préparé, effectivement, vous m'avez beaucoup parlé de jeu. Oui. Et de passer par le jeu pour sensibiliser. Et puis toute la problématique qu'il y avait eu au niveau, puisque je vous ai interrogé en disant mais quand même santé, développement durable, géographie, quel lien au milieu de tout ça? Et vous m'avez aussi parlé de transversalité, de nécessité d'ouvrir pour chacun son champ. Tout à fait. Alors oui, effectivement, il y a différentes modalités. Hein. Enfin, on va varier les lieux, comme c'était précisé, hein, varier les modalités, varier les outils pédagogiques. Donc, on va notamment passer par le jeu, mais ça peut être aussi les débats qui vont favoriser donc du coup la pensée critique. Et puis, on va aussi beaucoup privilégier la pédagogie par projet, ce qui permet aussi de rendre actifs les élèves, et donc ainsi de les motiver davantage et donc de les sensibiliser aussi plus facilement. Et l'autre point sur la transversalité, oui, c'est vraiment quelque chose d'important en fait, de primordial dans cette éducation au développement durable, mais aussi à la santé. Nos étudiants, pour le master en l'occurrence, ce sont des étudiants qui ont vraiment des profils très variés, qui viennent de licences de psychologie, de sciences de la vie de la Terre, vraiment des profils très très variés. Et en fait, c'est ce qui fait la richesse du master, et c'est ce qui fait l'intérêt de pouvoir ainsi former à cette éducation au développement durable. C'est vraiment important d'avoir cette transversalité. Merci beaucoup. Dans la première table ronde, on a beaucoup parlé de marque entreprise, des besoins de la génération Z, ou en tout cas de ses attentes en matière d'environnement, des modalités aussi économiques. Nicolas Perrier, ça doit vous parler, tout ça? Je suis un amoureux de la génération Z. Oui. On les connaît bien parce qu'ils viennent nous titiller tous les jours, nous rappeler à la fois leurs envies, leurs ambitions, et en même temps parfois leurs contradictions. Mais en ça, ils ne sont pas très différents des autres générations qui ont tout autant d'ambitions et de contradictions. On essaye, nous, à Campus Pro, de les faire réfléchir par rapport à ça, et notamment, effectivement, par rapport à la transition écologique. Et on a le devoir, j'ai envie de dire, de les former à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire, ça a déjà été dit, de juste apporter des savoirs, mais on doit aussi les faire réfléchir sur le savoir-être, sur les finalités, sur le sens. Ils veulent trouver du sens, mais parfois, ils ont besoin d'aide pour trouver du sens. Voilà, donc nous on essaye de travailler là-dedans. Je vais vous illustrer ça notamment avec ce qu'on fait dans les formations en métier de bouche, donc notamment boucherie chez nous, hein, on forme au CAP boucher, et on a un partenariat avec une enseigne de la grande distribution qui nous prête de la viande. Alors en fait, ils nous livrent des carcasses de viande, et on fait nous la découpe, le conditionnement, prêt à la vente, et ça repart dans le magasin. Alors, il y a des raisons purement économiques à ça, ne soyons pas dupes. On ne peut pas se permettre, nous, d'acheter de la viande pour faire de la découpe et après la mettre à la poubelle. On n'a pas les moyens. Mais d'autre part, on n'a pas non plus l'éthique pour faire ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est important que ce qui est comestible et préparé pour l'être soit consommé. Et donc, éduquer nos futurs bouchers à respecter la viande, parce qu'elle sera consommée par du consommateur, des vraies personnes physiques, et puis 2, parce que on est en partenariat avec une grande enseigne qui attend de nous que les choses soient faites correctement. Voilà une manière de donner du sens. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup de véganes dans la formation du CAP boucher, mais j'ai envie de dire, on les attend, non pas en boucherie, mais par exemple en primeur.
hein. Et juste pour illustrer les contradictions, nous avons dans les générations Z beaucoup de jeunes qui disent anti-viande, anti-ceci, anti-cela, voilà, et on n'arrive pas à trouver un seul jeune pour entrer en formation CAP primeur, vendeur de fruits et légumes. Et ça vient poser des questions. Voilà. Donc on essaye par ce qu'on a à faire de le faire en y donnant du sens et en répondant à leurs attentes. Et je pense qu'on peut tout à fait faire les choses correctement, même si on est bien d'accord que la souffrance des animaux doit rester au cœur de nos préoccupations. Et on se doit aussi de les éduquer en disant allez jusqu'au bout de vos rêves et fabriquer les métiers qui vont avec. Voilà. Donc là, en fait, ça va jusqu'au sourcing. Ça va jusqu'au sourcing. Ah oui, oui, oui. Mais c'est très intéressant de voir les jeunes qui ont des rêves et des ambitions quand on vient travailler leur projet professionnel pour entrer en formation. Et on se rend compte de l'écart qui est souvent, alors on pourrait dire de l'immaturité, mais moi je dirais aussi de la méconnaissance de la réalité du terrain. Où, je vais vous donner un autre exemple, on a beaucoup de jeunes, donc on fait des formations en commerce, des jeunes qui viennent pour dire moi je veux faire du commerce, je vends des articles de sport. Très bien, alors il est habillé en Adidas, Nike, machin, de haut en bas. Il dit voilà, moi je veux vendre des articles de sport. Ok, très bien, tu connais bien le milieu, ouais, je connais par cœur, très bien. Et tu veux faire quoi? Moi je vais vendre des articles de sport dans un magasin. D'accord. Donc parce que tu peux conseiller les clients, etc. Oui, je peux faire ça. D'accord. T'as acheté où ta casquette? Sur Internet. T'as acheté où ton survêt? Sur Internet. T'as acheté où tes godasses? Sur Internet. Et tu veux faire quoi? Vendeur dans un magasin d'articles de sport. On n'est pas à quelques incohérences près, sinon... Mais il y a une vraie envie, et en fait l'idée c'est de récupérer cette envie-là pour qu'ils en fassent peut-être quelque chose plus tard, mais d'abord de se former au commerce. Et puis si c'est pas tout de suite dans les articles de sport, déjà d'apprendre les rudiments du commerce c'est pas mal, et peut-être qu'ils vont nous surprendre, et je le souhaite justement, dans une autre manière de vendre des articles de sport. Je pense qu'on l'espère tous. Est-ce que lorsqu'on parle de dimension écologique ou autre, on est, je vais mettre un peu provocatrice, puis on est entre nous, on est sur du greenwashing, on surfe sur la vague en tant qu'établissement de formation en disant effectivement est-ce qu'on peut se passer des 2/3 de notre public potentiel, ou est-ce qu'on est tout simplement dans un enjeu financier pur et simple, c'est qu'en fait on n'a pas le choix. Je veux bien répondre. Tout à l'heure, la collègue évoquait les contenus du master que vous dispensez. Il y a un jalon historique qui est intéressant, et vous en avez un tout petit peu parlé. Les considérations liées à l'environnement, aux premières notions de développement durable au sein de l'éducation nationale, c'est 1977. Voilà, donc ça répond un petit peu quand même à la question. Alors après on peut se dire, est-ce qu'on a beaucoup travaillé le sujet depuis? Ça pose question effectivement, puisqu'on voit qu'on a encore beaucoup à faire, et surtout je crois que ce qui s'impose aujourd'hui à nous, c'est cette accélération qu'on constate sur un certain nombre de sujets. Mais néanmoins, la collègue en parlait, et dans le secondaire c'est pareil, dans le primaire c'est pareil. Aujourd'hui c'est pleinement intégré dans les programmes de formation. Et oui, c'est pleinement intégré, non pas comme un cours en tant que tel, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais au contraire, comme vous l'avez évoqué, c'est-à-dire effectivement une approche transdisciplinaire. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on l'intègre pleinement dans un enseignement d'une matière ou d'une autre, peu importe, mais on arrive à y raccrocher effectivement cette notion, évidemment, de transition écologique, de transition énergétique, mais plus largement, je pense, de responsabilité sociale, sociétale, et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, ça date pas d'hier d'une certaine manière, même si on constate qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a une très forte accélération et qu'on doit accompagner cette accélération justement pour apporter les bonnes réponses. Et oui, de la même façon, là aussi vous en parliez, hein, mais des méthodes pédagogiques qui ont beaucoup évolué aussi dans la prise en charge des apprenants, quels que soient les apprenants, notamment, vous l'évoquiez, cette approche par projet qui permet justement et qui favorise cette transdisciplinarité. Hein, c'est important. Merci. La gestion des déchets pour un organisme de formation, Nicolas Perrier, c'est une nécessité économique aussi. Oui, alors c'est pour répondre à la question précédente, moi je suis convaincu qu'on ne pourra pas faire du greenwashing, enfin on ne peut pas faire de l'écologique sans être en lien avec l'économique. S'il n'y a pas d'avantage
à un moment donné économique, on va être bloqué au niveau écologique. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs notamment avec la transition vers les voitures électriques actuellement. Je suis rassuré quand je vois tout à l'heure en début d'après-midi qu'il y a un solde positif de plusieurs centaines de milliers d'euros de création d'emplois vers la transition écologique. C'est rassurant. Parce que si effectivement on était sur quelque chose d'inverse, ça serait très inquiétant. Alors, nous concernant chez Campus Pro, on a ça dans le sang pour tout un tas de raisons. Ça fait vraiment partie de notre éthique de mettre au cœur cette transition écologique et le souci de la maison commune. Et parmi ça, il y a effectivement la gestion des déchets. Donc on fait nous des formations en métier de bouche et puis en restauration qui produisent forcément, il y a des produits et donc quand il y a des produits il y a des déchets et c'est à nous de gérer cela. Alors on a mis en place plusieurs choses. On a commencé d'abord par vendre nos productions. Alors petitement, parce qu'on avait peu de production, puis on a bien grossi, et donc maintenant on a carrément fait un magasin d'applications qui est tenu par un apprenti en commerce. Et donc nous vendons nos productions de boulangerie, de pâtisserie, de traiteur, de boucherie, et c'est ouvert au public, et on a la chance d'être juste à côté d'une école. Et donc à 4h30, je peux vous dire qu'il y a la queue pour les petits pains au chocolat de Campus Pro. Mais voilà, c'est une manière aussi de ne pas gaspiller et de dire, ben voilà, les jeunes qui sont chez nous dans nos ateliers, ils préparent des gâteaux, ils préparent des viennoiseries, ils préparent des saucissons qui seront vendus et qui seront consommés. Et donc, il y a ce souci de faire bien et donc d'être valorisé dans ce qu'on a fait. Plutôt que de dire, bah, c'est bien, t'as fait, c'est cool, bon ben maintenant on jette. Allez hop, terminé, parce que c'est bien fait et puis on passe à la suite. Et il y a des confrères qui travaillent comme ça parce qu'ils n'ont pas mis en place de solution pour revendre les biens. Deuxième chose qu'on a mise en place, c'est le tri et la valorisation de tous nos déchets. Et je voulais juste parler d'un truc en particulier, c'est le compost. Donc on a évidemment avec le restaurant pas mal de déchets alimentaires, de fin d'assiette, de restes de cuisine, etc. Et donc on a un compost, mais on a un compost déporté. Et en fait, personnellement, je savais pas que ça existait il y a 1 an. Et donc on a mis en place cette solution-là. On travaille donc en partenariat avec une entreprise qui récupère dans des seaux tout notre compost, qui va s'occuper de faire le compostage, de valoriser le compostage et qui nous redonne en échange quelques sacs de terreau par an. Et donc, évidemment, on paye pour la prestation, mais on a là quelque chose de vertueux et au lieu de partir à la poubelle et de payer en fait pour le faire enlever et être incinéré, on paye pour que ce soit valorisé. Et vous faites quoi du terreau ? Ah ben en fait, il va nous servir. Alors, on est dans quelque chose de circulaire. Hein. Il y a eu un projet il y a 2 ans maintenant, des CAP cuisine, et ils nous ont fait avec des boîtes palettes, un mini potager pour des plantes aromatiques qui servent pour le restaurant. Et donc, en fait, ce terreau sert pour alimenter la terre pour les plantes aromatiques. C'est plus contraignant pour les formateurs ? Indéniablement, c'est plus contraignant, rien à dire. Mais ils en comprennent le sens. Et donc, en fait, ils font l'effort. Ça râle au début, ça marche jamais, c'est jamais bien au début, c'est normal. Et puis, au fur et à mesure, ça rentre dans les mœurs. Et au début, c'est ah, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On sait pas où le mettre, etc., etc. Et puis, au bout de 2 mois, c'est ah ben zut, le seau est plein. Il faut qu'on ait des seaux plus grands parce qu'en fait, on valorise beaucoup plus qu'avant là-dedans. Voilà. Et donc, petit à petit, ça se met en place et on se rend compte. Et je crois que l'être humain est pas trop mal fait quand il a conscience de bien faire les choses. Et ben en fait, ça l'entraîne à continuer. C'est pas mal. Vous m'avez dit que ça avait un impact aussi sur les jeunes, puisqu'ils sont en formation en entreprise, ils passent une partie en entreprise, et que la gestion des déchets qu'ils apprenaient chez vous, ils l'apprennent oui, à l'entreprise qui les accueille. Alors on a quelques cas effectivement de jeunes qui ne supportent, enfin, oui, qui sont choqués en fait de voir dans les restaurants, dans les boulangeries, le gâchis. Parce qu'effectivement, il y en a, et on ne peut pas nier le contraire, sauf que les clients ne le voient pas forcément. Et donc, on a le cas d'un jeune qui est dans une boulangerie, mais que je ne vous nommerai pas, et qui a dit un dimanche midi, mais attendez, c'est pas possible, on ne peut pas jeter tout ça. Et en fait, la boulangerie a mis en place, avec une association,
qui vient récupérer tous les dimanches à 14h les invendus de la journée en boulangerie et en pâtisserie. Et donc c'est convenu avec l'association. Elle vient le dimanche, elle ne sait pas ce qu'elle aura. Peut-être qu'il y aura quelque chose, peut-être qu'il n'y aura rien. Mais en fait, tout ce qui est produit le dimanche et qui est très beau en présentoir et pour lesquels les gens font la queue le dimanche matin, s'il y a des restes à 13h, eh ben, il y a une association qui vient à 14h pour récupérer ça et donner à des personnes qui sont dans le besoin. Et donc ça, c'est une des actions qui a été faite grâce aux apprentis qui sont dans la boulangerie. C'est toujours ça. Votre conclusion, votre mot de la fin? Bon, je pense que ça, là aussi, hein, on va revenir un petit peu sur ce qui a été évoqué. Moi, je pense que c'est mieux se connaître les uns les autres, et également avec le monde de l'entreprise, de part et d'autre, et puis jouer collectif. Voilà, je pense que si on arrive effectivement à travailler avec et ensemble, on sera plus fort, on sera plus pertinent, on aura davantage de ressources à nos dispositions et on pourra apporter de meilleures réponses dans une temporalité qui a tendance à s'accélérer de plus en plus. Et donc c'est aussi très concrètement pour nous une nécessité. C'est un engagement pour l'organisme de formation que nous sommes, c'est un engagement moral, c'est un engagement éthique, c'est un engagement citoyen. On rappelait tout à l'heure la vocation de l'éducation nationale à former mais aussi à apporter à l'ensemble des personnes qui sont accompagnées justement cette capacité de s'insérer dans un environnement sociétal et donc dans une société complexe aujourd'hui. Et donc je pense que le collectif est vraiment important. Merci. Moi, je vais peut-être conclure sur l'importance d'agir en fait en faveur de cette transition écologique parce que c'est important, parce que les effets du changement climatique sont là et c'est important du coup de sensibiliser tout le monde pour agir, alors effectivement agir en faveur du tri des déchets, mais aussi agir à faire en sorte qu'on produise aussi moins de déchets. Voilà, ça me semble important, mais aussi tout en étant conscient que la jeune génération, elle a aussi de grandes craintes, donc aussi faire attention à ne pas développer trop d'éco-anxiété, ce que je voulais évoquer, que je n'avais pas évoqué dans mes propos précédents. Voilà. Oui, effectivement, sensibiliser sans faire pour autant peur. faire peur, ce qui provoque un blocage et n'aide guère à aller plus loin. Merci beaucoup. Non, mais rien de plus à ajouter, à part le travailler ensemble en effet, et ce qui a été aussi pas mal évoqué, c'est travailler sur le territoire, puisque les réponses, je pense qu'elles sont entre tous et sur le territoire. Oui, moi je voudrais remettre en avant le volet économique. Il y a un enjeu fort pour le monde de la formation, de survie, j'ai envie de dire, à terme. Et c'est une chance, je pense, cette transition écologique, c'est une chance qu'on a à saisir pour travailler ensemble différemment pour sauver ce que nous sommes. Effectivement, une vraie opportunité en fait pour se re-questionner et aller à l'avant. Et c'est vrai que quand on a préparé, je dis vous auriez un conseil à donner. J'ai adoré votre conseil. Je ne sais plus si vous l'avez encore en tête. Oui, eh ben c'est d'inviter quelques amis à la maison un soir et de se faire une nuit blanche en passant tous les reportages d'inondations, de catastrophes naturelles, de pollution, etc. pendant une nuit complète. Et je vous garantis que le lendemain matin, vous aurez une vision différente. Voilà. C'est du pratico-pratique. Ça nécessite une nuit blanche, mais tout compte fait. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience nécessaire. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.